Les routes de l'été qui vont nous emmener dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ah, c'est deux beaux départements, parfois un peu méconnus, le Tarn-et-Garonne, alors que c'est une région maraîchère splendide avec des paysages hors du commun. Un petit peu le nord de l'Occitanie, quoi. On aime bien, en tout cas. Mes amis, avant d'aller dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne, où il y a de jolis vins, d'ailleurs, hein, du côté de Gaillac, notamment, eh bien, on va se poser la question, justement, de si on va s'en passer pendant les vacances, parce que c'est le moment de notre question d'été. J'accueille ce matin Hugues Lemarié, qui est le directeur général des Domaines qui montent. Bonjour, Hugues Lemarié. Bonjour Vincent. Merci d'être venu nous voir, parce que vous allez dans un instant pouvoir intervenir et vous faire quand même le chantre du vin en vacances, hein, c'est important. Un peu évidemment, des vacances sans vin, c'est quand même un petit peu plus triste. Maintenant, il faut être modéré, c'est ce qu'on va essayer d'évoquer. Et oui, on va pas essayer, on va le faire, parce qu'on se pose la question de savoir, avec cette problématique, de savoir s'il n'y a pas un moment où on doit s'arrêter, en fait. Quand on est consommateur de vin usuel, hein, sans en abuser, ce qui est un peu notre cas à tous, hein, nous qui aimons le vin, eh bien, est-ce qu'on doit s'arrêter? On pose la question, en fait, à Hervé Martini, qui est médecin addictologue. Bonjour, docteur Martini. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Ah ben merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général d'association Addiction France, hein, au moins ça dit bien son terme. On sait de quoi il s'agit du coup. Alors je vais vous poser la question telle que cela pose parfois des amis ou les auditeurs qui nous écoutent ici à Sud Radio. On se dit, par exemple, quand on consomme du vin, hein, même sans en abuser, allez, on va dire un verre à chaque repas, par exemple, hein, 2 fois par jour, 15 centilitres, est-ce qu'on est alcoolique? Est-ce qu'on est déjà addict au vin à cette dose-là? Alors déjà, je voudrais simplement parler que l'alcool, c'est pas que le vin, c'est effectivement le vin, mais c'est aussi la les bière, apéritifs, et la selon bière, les régions, etc. On a une variété en France de produits alcoolisés. Alors, plus finalement que la quantité, c'est aussi le rapport qu'on a au produit qui est intéressant. Oui. C'est-à-dire que si je ne peux absolument pas m'en passer, si je perds le contrôle de ma consommation, si je consomme par exemple en soirée de manière excessive, très importante, là effectivement, au-dessus de certains seuils de risque, là j'ai effectivement un danger chronique ou aigu. Voilà, donc alors là c'est clair. La notion de modération ou d'abus est très floue. On oui, c'est subjectif. Sans auditeurs de votre radio, chacun vous dira, moi c'est 3 verres, moi c'est 2 verres, c'est pas le samedi mais c'est le dimanche, c'est pas le lundi. Donc cette notion-là est très floue et il faut plutôt revenir à des données de consommation beaucoup plus normées. D'accord. Voilà. Docteur Martini, alors je vais vous poser la question quand même, parce que préliminairement à cela, on peut se poser la question de savoir quelle est l'action de l'alcool sur nos cerveaux. Pourquoi est-ce que c'est un psychotrope? Pourquoi l'ivresse change notre comportement? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Alors, c'est une très très bonne question. Alors, l'alcool est une très petite molécule qui va se diffuser très très rapidement au niveau de notre cerveau, mais pas qu'au niveau du cerveau, le foie et d'autres organes peuvent être touchés, et donc va modifier le fonctionnement du neurone. C'est la petite cellule qui nous permet de transmettre les informations et d'incorporer des choses. Ce qui fait qu'au départ, on a une désinhibition qui arrive. Hein, alors ça c'est la première chose. Le côté relaxant quoi, de l'alcool. Voilà. Alors, effectivement, puis il y a le côté désinhibant qui peut être pris pour un côté un peu pathogène, bref, un peu côté désinhibant, puis on va augmenter les doses et puis on va aller jusqu'à ce qu'on peut appeler le coma éthylique, qui est finalement d'un excitant, on devient plutôt un dépressogrène respiratoire. Vous voyez, donc c'est cette dualité de cette consommation d'alcool qui est à la fois effectivement souvent dit comme relaxant, pathogène, etc., mais qui peut entraîner des conséquences dramatiques à type effectivement de sédation, de coma. Mais c'est considéré comme un psychotrope au même titre que le cannabis, par exemple? C'est une substance psychoactive, au même titre que le cannabis. Voilà, psychoactive qui a modifié en fin de compte notre cerveau, mais pas que. Mais comme vous le dites, on passe par différents stades. Hein. C'est ça qui est intéressant selon la quantité. Et généralement, ce qu'on recherche, qui est un peu ce côté relaxant des gens qui boivent un verre en rentrant chez eux le soir pour se laisser un peu aller, c'est assez communément accepté. Alors c'est assez communément accepté. C'est surtout une idée qui est très véhiculée. Je pense qu'on peut aussi se relaxer de manière autre. C'est-à-dire que moi je me dis, quand on rentre chez soi, si on doit avoir besoin d'un produit quel qu'il soit, l'alcool, le cannabis, etc., ou un médicament quel qu'il soit, attention. Est-ce que je ne peux pas
couper avec ma vie, avec mon travail, autrement que par le biais d'un produit psychoactif, et notamment l'alcool par exemple. Bien sûr, hein, mais c'est parfois une mauvaise habitude très française aussi, hein, pas seulement. Bien entendu, Hugues Le Marié, vous qui travaillez dans le vin, hein, parce que c'est votre cœur de métier, il faut d'abord dire que le vin est un produit culturel en France, et que c'est donc difficile de le charger uniquement négativement d'une noria de critiques. Alors absolument, et alors je suis absolument ravi d'entendre le docteur Martini, parce que fondamentalement, nous disons exactement la même chose. C'est-à-dire que les produits que sont le vin en particulier, si c'est pour voir des gens qui sont par terre, qui sont mal, qui tombent dans une dépendance, ça n'intéresse personne, c'est pas le métier du vigneron. Le métier du vigneron, c'est de donner du plaisir. Là, si jamais on est dans une dépendance, ou si jamais on va jusqu'à des niveaux qui font mal à la santé, ça devient pas une dépendance, ça devient une violence qu'on fait à soi-même. Et personne n'a envie de faire ça. On veut que du plaisir. Donc j'apprécie beaucoup le discours du docteur Martini, parce que c'est tout à fait ça. Nous, quotidiennement, si vous voulez, on essaie d'avoir un discours qui est justement orienté autour du partage, autour d'une certaine modération. Et il n'est pas nécessaire alors je vais être très vulgaire, il n'est pas nécessaire de se coller une tête pour être heureux. Ah, vous dites coller une tête. Moi, je dis mettre sur le toit, par exemple. Voilà, écoutez, c'est la même. Il y a des histoires régionales, ça a des particularismes. donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous voyez, moi je suis vigneron et je n'appartiens absolument à aucun lobby, sinon celui d'essayer de donner un peu de plaisir aux gens. Eh bien, en tant que vigneron, moi, au Château de Serres à Carcassonne, quand je produis mon rosé de l'été, mon plaisir, c'est de me dire les gens ont passé un bon moment. Si j'imagine qu'un jeune va aller avec excès en consommer, honnêtement, j'ai pas atteint ma mission. J'ai pas atteint ma mission. Et je crois que c'est pareil en fait pour beaucoup de choses. On parle du vin, mais on peut aller sur plein d'autres sujets. Je suis un fan de côte de bœuf, Vincent. Vous voyez, moi j'adore ça. Et simplement, j'en prends de temps en temps, mais j'en prends pas tous les jours au déjeuner et le soir. Si on se met à en prendre tous les jours au déjeuner et le soir, je pense que mon métabolisme assez rapidement va commencer à prendre un mauvais virage. Mais c'est pareil pour le vin. Il faut être quand même raisonnable et se faire plaisir. Je comprends cette analogie, mais on va quand même rester sur les produits alcooliques et spiritueux. Alors, docteur Martini, est-ce que la réponse, au fond, une des réponses, c'est pas la connaissance, hein. Comme toujours, le manque de connaissance est coupable, tant la connaissance de son corps et de ses comportements, mais que du produit incriminé également. Absolument. Je pense qu'il faut effectivement travailler sur prévenir. Effectivement, prévenir les risques liés à la consommation d'alcool. Je voudrais simplement revenir sur le fait qu'il n'y a pas de notion d'effet seuil par rapport à l'alcool. On sait désormais, depuis une grande étude en 2018, publiée dans le Lancet, que dès un seul verre, il y a un risque. Alors, c'est ça. Développer ça dépend des gens, en fait. Alors, il y a une variabilité effectivement individuelle, mais qu'on ne peut pas déterminer. Je ne peux pas dire, Monsieur Vincent, consomme un verre, n'aura pas de dégâts, etc. Ça, on ne le sait pas. On le sait quand on va initier une consommation, on ne sait pas effectivement quel va être notre devenir avec ce produit ou avec des produits dans plusieurs années. Est-ce qu'il y a une accoutumance, docteur Martini? C'est-à-dire, au fond, quelqu'un qui boit régulièrement est moins touché, son comportement est moins changé que quelqu'un qui boit un verre une fois par an? Alors, c'est la conjonction d'un produit, d'un individu et d'un environnement. C'est ce qui va faire qu'on va développer une addiction, une dépendance. Mais entre le moment où on a effectivement les dépendants, les personnes qui sont addictes, qui sont en addiction, qui ont une souffrance, je rappelle, qui ont une souffrance, il y a tout un panel une maladie, de situations. En quelque sorte, l'alcoolisme, c'est une maladie quand même, c'est une pathologie. Les addictions, effectivement, sont des maladies. C'est une modification du fonctionnement du cerveau qui va se faire insidieusement et progressivement au fil du temps. Généralement, on commence vers 15-16 ans à consommer de l'alcool et on va avoir les dégâts qui vont apparaître progressivement et qui vont être souvent mis en lumière autour de la quarantaine, voire plus tôt pour certains, malheureusement, parce qu'il y a des susceptibilités génétiques, susceptibilités physiques qui sont effectivement différentes. Donc, soyons vigilants, un seul verre suffit. Il y a la notion de plaisir, mais ce que je voudrais aussi casser, c'est que le plaisir ne passe pas que par la consommation d'alcool, il passe par bien d'autres choses. On peut effectivement consommer une côte de bœuf sans forcément consommer de l'alcool. On n'est pas là pour interdire un produit, on est là pour expliquer, prévenir et poser un cadre réglementaire qui me paraît essentiel. Oui, mais je vous parlais de connaissance et j'avais dans l'esprit plutôt le mot culture. Parce qu'il me semble que le meilleur moyen, vous allez me dire ce que vous en pensez, on va demander à Hugues Le Marié son avis après, le meilleur moyen de lutter contre l'addiction, alors je parle du vin par exemple, parce que c'est un sujet éminemment culturel chez nous, de lutter contre cette addiction c'est de connaître le vin, de connaître, de l'apprécier, d'être un amateur plutôt qu'un buveur. Alors, on commence tous par être un addict, va tous au départ être amateur, il va chercher cette notion de plaisir. On ne peut pas nier le fait effectivement qu'on prend un produit psychoactif, notamment le vin, l'alcool, etc. qu'il soit. Je rappelle, le vin c'est de l'alcool. On prend effectivement des entre 13 et 15%, hein, le reste c'est de l'eau, on est d'accord.
C'est pas de l'alcool pur. C'est de l'alcool éthylique. Oui, d'accord. Effectivement, se détermine un taux. Il y a un taux effectivement d'alcool et on voit que d'ailleurs il y a une augmentation du taux d'alcool au niveau des vins. Donc l'idée c'est de se dire effectivement, il y a l'alcool qui est un produit psychoactif qui peut entraîner des dégâts pour la santé. On ne sait pas et ça, effectivement, ça fait partie de nos missions finalement d'informer les personnes sur ces risques-là. Alors après, on peut effectivement être dans la notion d'amateur, de plaisir, mais je crois qu'on peut aussi penser autrement. Et c'est ça que je veux aussi dire. Hein. Il y a une grande pub à l'époque qui disait penser autrement. Je crois qu'on peut aussi penser autrement que par le biais de l'alcool au bord de la piscine. Bien sûr. Je crois que, voilà, c'est pas vraiment l'idée que je veux donner. Vous n'arrangez pas les affaires d'Hugues Le Marié, hein, qui lui, au contraire, prône le verre de rosé au bord de la piscine ou au bord de la plage, à condition qu'on sache se restreindre. J'ai pu comprendre. Non, mais c'est normal. Évidemment, chacun voit midi à sa porte. Mais Hugues Le Marié, vous voyez pas les 13 ou 15% d'alcool, vous voyez plutôt les 85% d'eau dans le vin. En tout cas, c'est ce que vous mettez. Parce que les arômes sont dedans aussi, les arômes, l'histoire. En fait, c'est tout ce qui n'est pas d'alcool. On est sur un produit qui est, si vous voulez, issu d'un fruit, d'un produit du travail de l'homme. Donc on a quand même dans toutes les régions de France des gens qui travaillent pour faire des bons produits et je ne pense pas qu'ils aient l'impression d'être des dealers de drogue. Moi, je pense aux 158 000 emplois directs et indirects qui sont liés à la viticulture et sont peut-être des vignerons qui en ce moment nous écoutent sur leur tracteur ou des personnes qui sont en train de prendre la route des livraisons en ce moment et qui se disent mais je ne suis pas un dealer de drogue. Et non, je les rassure, ce ne sont pas des dealers de drogue, ce sont des gens qui font des produits qui, s'ils sont consommés avec la modération à laquelle on doit tous aspirer, font des produits qui sont sympathiques. Et c'est tout à fait culturel. Et c'est aussi, ne l'oublions pas, un secteur dans lequel la France est leader mondial en valeur. Alors, on ne va pas se battre la coulpe inutilement non plus. Pour une fois qu'on est leader sur quelque chose, c'est quand même pas tous les jours, ça l'a été plus dans l'histoire et un peu moins aujourd'hui, on va quand même un petit peu s'en réjouir, mais tout en étant toujours avec une forme de modération. Et une forme de modération et une information qui est très importante. Hein. Je pense que la loi E20, à la fois, elle a fait du mal au secteur sur le plan économique, mais elle a aussi énormément favorisé cette prise de conscience, et notamment chez les jeunes, hein, docteur, de ce que représente l'alcool aujourd'hui. Alors, oui, deux choses. Bien sûr qu'on ne considère pas que l'agriculteur, le viticulteur, le brassiculteur est un dealer. Je crois qu'il faut un tueur. Je crois qu'il faut qu'on s'entende clairement là-dessus. Je suis à culpabiliser personne. Je suis là pour informer, dire les choses sur le plan scientifique, sans passion, sans hystérie. Voilà. C'est voilà, absolument. Je crois que le mot dealer, on n'est pas du tout sur ce registre-là. Bah oui, oui. Mais enfin, on parle quand même. Si on parle de produits psychoactifs, de psychotropes, d'une manière ou d'une autre, on laisse quand même la porte ouverte à ce genre d'idées. Ce qui caractérise le mot dealer, c'est effectivement le caractère répressif, le caractère illicite d'un produit. Oui. Pour l'addictologue, qu'il soit licite ou illicite, c'est un produit psychoactif qui va modérer, qui va modifier le fonctionnement du cerveau, entraîner des conséquences sur la santé. Voilà, moi, comment je me positionne. Après, sur le coût économique, je ne suis pas à dire qu'effectivement, l'alcool, l'industrie viniviticole tient une place conséquente dans notre société, comme l'industrie brassicole dans certaines régions. Après, il y a un coût social aussi de la consommation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire... D'un côté, il y a un secteur extrêmement très productif, et des gens qui travaillent. Et je suis conscient, les agriculteurs ont fait un boulot difficile. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. Mais il y a aussi un coût social qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est 120 milliards le coût social d'un produit. Ah oui. C'est la deuxième cause de mortalité évitable par cancer. Vous n'avez qu'à voir les données de la Ligue contre le cancer. Ça, il faut le dire aussi. Excusez-moi, est-ce que la crise sanitaire a été préjudiciable ? Est-ce qu'il y a eu de plus en plus d'alcooliques ? Est-ce que les gens ont consommé plus d'alcool ? Alors, c'est des résultats... Pendant le confinement, peut-être. Alors, il y a eu des consommations, très clairement. On a pu montrer qu'il y a eu des consommations. Les gens ne sont pas arrêtés de consommer. Il y a eu chez des personnes qui ont été fortement consommateurs d'alcool, effectivement, une augmentation de leur niveau de consommation. D'autres ont profité de cet instant-là pour réfléchir. Et je crois que peut-être le sujet de l'émission, c'était aussi de réfléchir à sa situation personnelle, à sa consommation. Que ce soit en vacances ou au moment d'un confinement ou après les fêtes. Donc, c'était l'occasion de réfléchir et de se dire, peut-être qu'effectivement, ce verre ou cette bière que je buvais tous les soirs, est-ce qu'elle est vraiment utile là ? Et est-ce que je suis encore dans cette notion de plaisir, de choix, de liberté, ou pas du tout? Donc ça a été un moment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le tabac, effectivement, a fortement augmenté, et la consommation de cannabis aussi. Mais l'alcool, effectivement, sur des publics fragiles, il y a eu effectivement une augmentation de consommation. Alors, Hugues Le Marié va vous faire plaisir, docteur Martini. Oui, parce que je lui ai posé la question, et je pense que c'est un sujet intéressant, sur le travail, en fait, de la viticulture française pour faire baisser le taux d'alcool dans les vins. C'est-à-dire qu'au fond, il y a deux façons
de consommer moins d'alcool. C'est soit de prendre un verre de moins, soit de prendre un verre où il y a moins d'alcool dedans. On est d'accord, Hugues? Absolument, c'est effectivement une des méthodes. Alors, on a tout un paradoxe chez les vignerons, c'est que d'un côté, il y a le réchauffement climatique. Qui dit réchauffement climatique dit meilleure maturité, dit plus de sucre, dit plus d'alcool. Ça, jusque-là, tout le monde comprend. Et dans le même temps, effectivement, il faut arriver à avoir plutôt moins d'alcool. Moi, quand je vois des vins, et alors là, je parle plutôt côté les domaines qui montent, quand je vois effectivement chaque année des vins qui, à l'époque, étaient à 12,5, sont aujourd'hui à 13, 14 ou 15 degrés, c'est beaucoup. La sensation d'ivresse arrive beaucoup plus vite. Et effectivement, c'est pas l'objectif. Et au goût, on dit ils sont chauds. Et on peut dire qu'ils sont alors là, il y a encore un peu le travail du vigneron. La fraîcheur, c'est plus encore dans le travail. Pour autant, c'est un vrai point. C'est-à-dire que si on avance un petit peu les dates des vendanges, la façon dont on travaille un petit peu, certains qui décident aussi d'irriguer, eh bien avec ce genre d'approche, on peut réussir à faire baisser. Après, il y a aussi des procédés un petit peu plus techniques qui visent à désalcooliser les vins. C'est quelque chose d'extrêmement embryonnaire, Vincent. Pour être très honnête, on est au tout début de cela. Et mais il y a quand même un mouvement. Il y a un mouvement. Des grandes maisons de vin. Il y a un mouvement des grandes maisons de vin. Il y a une vraie réflexion. Pour l'instant, on parle de quelque chose qui est assez anecdotique, c'est de moins de 2% au niveau national, c'est très anecdotique, mais simplement, il va falloir qu'on arrive à croiser la compétence pour faire quelque chose de vraiment bon, parce que finalement, si on veut y arriver, il faut que les clients s'y retrouvent. C'est-à-dire que s'ils se disent « je bois un sous-produit », ça ne marchera pas. Bien sûr. Donc il faut boire un produit qui est équivalent en qualité, mais qui n'a pas effectivement le travers éventuellement de trop d'alcool. Donc ça, c'est un travail qui est long, qui commence. Aujourd'hui, très clairement, les vins, si on prend ceux qui sont strictement sans alcool, c'est plutôt un produit qui est bu par ceux qui sont en réhab et qui ont un petit peu de mal à se détacher complètement de la philosophie du vin. Mais ce n'est pas les amateurs qui vont aller vers cela. L'enjeu, c'est d'arriver demain à ce que des amateurs puissent se dire « j'ai du plaisir avec un vin qui a moins de degrés ». Et alors, moins de degrés, il faut quand même être raisonnable. Je pense qu'en dessous de quelque chose comme 10 degrés, on aura quand même un petit peu de mal à arriver à quelque chose de parfaitement qualitatif. Après, ça devient du cidre. Après, exactement. En tous les cas, ça devient un peu aqueux, comme vous le disiez tout à l'heure. Non, mais bon. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu. Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui soit bon. Si on peut le faire, c'est très bien. Et puis, il n'y a pas que ça. D'abord, il y a... Alors c'est un vigneron qui va vous dire ça, il n'y a pas que le vin dans la vie. Bon, si ça prend une jolie place dans la vie, mais simplement, là, vous êtes d'accord avec le docteur Martini. Voilà, il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi effectivement le cidre que vous mentionniez. C'est une boisson qui est non seulement peu calorique et peu alcoolisée. La bière, pour peu qu'on n'en boive pas d'hiver, si on n'en boit qu'un seul, c'est quelque chose qui est quand même moins alcoolisé et c'est une tendance très forte. Dans les cocktails, souvent, ils peuvent être noyés par des mixeurs, que ce soit du tonic, que ce soit du Schweppes, que ce soit des sodas, exactement. Je cite pas de marque, pardon. Voilà, ou de l'eau pétillante. C'est des choses qu'il faut un petit peu baisser. Et puis il y a une dernière tendance qui nous vient des États-Unis, qui s'appelle les hard seltzer. Alors les hard seltzer, ça fait un peu peur comme mot. C'est une tendance monstrueuse aux États-Unis. C'est 3 milliards de dollars de marché aux États-Unis. Essentiellement, c'est vendu en canette et c'est un espèce d'hybride entre un soda et quelque chose qui serait un prémix qui serait un peu alcoolisé. C'est un peu le panaché à l'américaine. C'est un peu le panaché. Ça titre entre 3 et 5 globalement. Et c'est quelque chose qui est une traînée de poudre absolument incroyable aux États-Unis. En France, beaucoup se demandent si on va pouvoir croquer le même Eldorado. Je vous avoue que les tests qui ont pu être faits, notamment moi j'en ai fait dans mes boutiques, pour l'instant c'est très embryonnaire. Les gens sont pour l'instant un petit peu distants. C'est censé toucher la jeunesse. Moi, tout ce qui a vocation à alcooliser la jeunesse, c'est pas toujours ma passion sur Terre. Mais néanmoins, voilà, c'est un marché auquel beaucoup de gens croient et les grandes enseignes s'y mettent pas mal d'ailleurs. Mais vous avez raison, quand on voit le marché du sans-alcool dans les apéritifs ou dans les bières, etc., on a toujours l'impression que c'est réservé aux gens qui sont en désintoxication. Il y a une niche, docteur, mais ça prend pas vraiment l'ensemble de la population. Oui, puis je crois que la meilleure des boissons, je veux dire, c'est pareil, effectivement, je parlais, les alcools, vous avez raison, c'est effectivement une tendance qu'il faut être extrêmement vigilant, parce qu'effectivement, c'est un peu un cheval de Troie. C'est comme les sodas à l'aspartame, quoi. C'est des boissons alcoolisées. Après, j'aimerais revenir sur une notion de verre standard qui me paraît importante. C'est-à-dire que quel que soit le type d'alcool servi dans un verre de bar, c'est la même quantité d'alcool. C'est ça. 1,5 à 4,5, c'est l'équivalent d'un verre de vin autour de 10 degrés. Donc je crois que nous... Ou 2 centilitres de calva, quoi. L'addictologue ne raisonne pas en termes de vin, le vin, la bière, etc. Il dit, voilà, il y a un produit, c'est de l'alcool, servi dans une bière de 25 centilitres, 4,5, c'est l'équivalent d'un verre de vin 10 degrés, c'est la même quantité d'alcool pur dedans. Voilà comment il faut raisonner. Donc si effectivement je désalcoolise mon vin ou je deviens à des vins qui sont effectivement à des degrés moindres, attention de ne pas séduire non plus des populations jeunes. On a eu aussi, ne soyons pas non plus complètement naïfs, il y a aussi des personnes qui veulent effectivement proposer des vins aromatisés, des campagnes de pub autour du rôle des piscines, vous voyez, autour d'une population beaucoup plus jeune, pour faire entrer cette population
dans une démarche de consommation, mais surtout d'habitude de consommation. C'est-à-dire de dire, voilà, c'est normal de boire du vin autour de la piscine, c'est normal de boire du rosé à ce moment-là, c'est normal de boire une boisson alcoolisée à ce moment-là. Et ce que vous dites, c'est que le verre reste une bonne unité de mesure, au fond, un verre. C'est une unité qui parle aux Français. Voilà. Je ne sais pas si c'est la meilleure des unités, on le verra. On dit boire un verre. On parle aux Français. On dit boire un verre. Alors un verre de bar. Hein. Oui, bien sûr. Ça peut être un peu différent. Et on sait bien qu'à la maison, on n'a pas le compas dans l'œil. Donc, pour conclure, docteur Martini, au fond, on peut souhaiter que pendant les vacances, les gens, même s'ils n'arrêtent pas, prennent conscience, en définitive, de leur consommation. Et puisqu'ils ont le temps d'y réfléchir, se fassent plaisir, mais peut-être d'autres façons aussi. Qu'ils s'interrogent sur le rapport qu'ils ont à la consommation, qu'ils aient la notion de plaisir, de liberté, qu'ils en profitent, là il fait beau, qu'ils en profitent, qu'ils sortent, etc. Mais qu'ils ne pensent pas que automatiquement, fête égale alcool, plaisir égale alcool. Et voilà. Si on a l'habitude de boire tous les jours, même si on ne se considère pas comme touché, et je pense à beaucoup de monde que je connais, c'est le moment de s'arrêter, vous le dites, vous, si on peut s'arrêter une semaine, faites-le, ce break est nécessaire pour savoir où on en est. Alors, si une personne n'est pas dépendante à l'alcool, n'est pas malade de l'alcool, effectivement, de faire un petit break, de réfléchir, pourquoi pas, ça fait pas de mal. Je rappelle que le défi de janvier montre quand même des résultats intéressants en termes de diminution des troubles du sommeil, amélioration de la concentration. Ça vaut toujours le coup de réfléchir à sa consommation, quelle que soit la période de l'année. Ah voilà. Hugues Le Marié, il dit pas différent. Bon, il est un peu de l'autre côté du manche. Moi, je suis un peu de l'autre côté. Je prends aussi un point non négligeable, c'est qu'après l'année qu'on vient de passer, je pense que les gens ont aussi besoin de se retrouver. Il n'y a pas une obligation d'alcool. Il est vrai néanmoins que culturellement, c'est quand même un bon moment si on est raisonnable et qu'on qu'on décide de déboucher une bonne bouteille avec les gens qu'on aime. C'est quand même quelque chose qu'on pourra imaginer, mais c'est pas obligé de le faire tous les jours. Simplement, il faut le faire quand on en a envie et pas par contrainte. Voilà. Et quand on est déconfiné, comme on l'est tous en ce moment, et qu'on songe à nos vacances, l'idée des vacances sans rosé, je pense que ça va pas beaucoup plaire aux Français. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça fait partie de nos paysages d'été. Absolument, absolument. Gardons le sourire et gardons les bons moments quand même. Avec modération. Merci Hugues Le Marié. Merci docteur Martini d'avoir été avec nous. Merci. Merci Vincent.